des sièges au Parlement au nom de cette législature qui a été en place et qui a choisi l'abbé Malou Malou, parce que c'est le même Parlement qui a choisi l'abbé Malou Malou et son comité. De quel droit ils peuvent parler au nom d'un pays dont ils n'ont pas le pouvoir? Personne ne leur a donné le pouvoir de décider. Le pouvoir de décider, à cet égard, appartient au Parlement. Le Parlement a décidé, et voilà, ces faux démocrates qui viennent vous dire qu'ils n'acceptent pas. Mais au nom de quel principe? En tout cas, pas de principe démocratique. Ils ajoutent sinon, et ils vont adjoindre un des leurs, bon, à la tête de la CENI, en faire une sorte de présidium avec Malou Malou à Mais côté. sur base de quelle législation? Est-ce qu'ils ont étudié un peu de droit? Est-ce qu'il a un avocat à côté de lui? Est-ce qu'il a un juriste à côté de lui? Au nom de quoi? Mais il est déjà dans le comité. Ce M. Kamere, son parti est représenté dans le comité que préside l'abbé Malou Malou. Et personne ne fera partie de l'abbé Malou Malou. C'est des histoires. On veut attirer l'attention sur soi et on raconte des choses auxquelles personne ne pensera même à répondre. C'est tellement infantile. Il faut arrêter le don quichotisme. Parlons de choses réelles. Comment nous allons obtenir la plénitude des cycles électoraux? Comment nous allons respecter les calendriers électoraux? Comment nous allons faire pour compter les populations congolaises, pour respecter les droits démocratiques des gens, des hommes et des femmes qui sont dans ce pays? Comment nous allons arriver à faire représenter la femme congolaise? C'est ce qu'on attend des politiciens, pas des états d'âme pour nous dire comment il veut être président, etc. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Monsieur le ministre, dans la foulée de la création de ce regroupement, souvent le Congo, le Congo a été déjà sauvé. Ah. Oui. Peut-être que c'est un autre Congo dans le rêve qui n'est pas encore sauvé. Quelqu'un a dit qu'il marcherait dans les sens de la même direction qu'ils ont cité. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils vont exiger sa libération, ainsi que d'autres qui sont en prison. Qui? Le pasteur Coutinho, qui en son temps avait parlé de sauver le Congo. Mais je pensais que le pasteur fait œuvre d'évangélisation. Bon, si M. Kamere devient pasteur, grand bien lui fasse. Il a suffisamment de bagou, eh bien, je lui souhaite une très bonne carrière. Je ne vois pas le pasteur Coutinho un homme politique. Et je ne vais pas débattre avec un homme de religion. Moi, je suis un homme politique. Je ne mélange pas les genres. Monsieur le ministre, alors, ils disent, encore eux, que le gouvernement de la République n'a pas pu modifier l'article 220 aux concertations... N'a pas pu? Oui. N'a pas pu, c'est-à-dire voulait, mais n'a pas pu. Oui. Il faut être sérieux. Quel est l'acte qui montre que le gouvernement voulait, mais n'a pas pu? Non, mais quel est l'acte? Non, il ne faut pas dire, simplement. Vous êtes face à une opinion, il ne faut pas prendre les Congolais pour des demeurés. Il faut dire aux Congolais, il a fait ceci, nous l'avons empêché, et voilà comment il n'a pas pu. Le gouvernement n'a pas voulu, le gouvernement n'avait aucune intention. C'est Kamere qui racontait à tout le monde, pour se rendre intéressant, que le gouvernement voulait modifier l'article 220. Il a bien vu que nous ne voulions pas le faire. Alors quoi? Maintenant, ça n'a pas pu. Mais au départ, il disait que nous voulions. Mais quel est l'acte qui lui montre que nous voulions et que nous ne l'avons pas pu? Voilà, raconter, c'est bien. Prouver, ce serait peut-être mieux. Mais il ajoute, avec les siens, dans les regroupements qui viennent de mettre en place, que maintenant, avec l'abbé Malou Malou à la tête de la CENI, bon, on va trouver quand même des subvertiges, on va parler comme ça, hein, qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections. C'est exactement ce qu'il disait lorsque nous préparions les concertations nationales. Que voilà, nous ne voulons pas aller aux concertations parce que nous savons qu'avec des concertations contrôlées par le président Kabila, puisqu'il y a une majorité, mais cher ami, dans un pays démocratique, il faut bien qu'il y ait une majorité et une minorité. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'il n'y ait plus de majorité en démocratie? Le président Kabila a une majorité et on ne pouvait organiser les concertations qu'entre majorité, opposition et société civile. Lui prétendait que le fait que nous ne voulions pas réduire la majorité en une moitié de la classe politique pour que la minorité devienne co-majorité, je ne sais pas d'où cela lui est venu à l'esprit, que c'était la preuve que le président voulait aussi procéder par subterfuge pour modifier la Constitution. Il l'a dit. J'aimerais qu'il s'en excuse auprès des Congolais d'abord, avant de donner encore d'autres projections, d'autres subterfuges. Est-ce que oui ou non, il y a eu des subterfuges pour modifier la Constitution en son article 220 lors des concertations nationales? Non. M. Kamere l'a dit,
M. Kamere doit présenter ses excuses à l'opinion. Il ne faut pas mentir comme ça à une opinion et croire s'en sortir par une pirouette. Donc avant d'asséner d'autres mensonges, il faut d'abord régler le contentieux créé avec l'opinion sur ce premier mensonge. Voilà, on ne peut pas aller plus loin. Ce qui est certain, vous l'affirmez, que le gouvernement va mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de l'abbé Malou Malou avec la CENI pour pouvoir organiser les élections. Malou Malou qui frappe également à la porte de la communauté internationale en allant voir Martin Kobler. Hein. Naturellement, ce sont les résolutions de cette fameuse concertation dont Kamere devient le chantre maintenant, après avoir été le fossoyeur. Les concertations ont demandé à la CENI, dont c'est la mission, de faire en sorte de terminer tous les cycles électoraux et de respecter les calendriers électoraux. Et les concertations ont demandé au gouvernement de mettre autant que possible à la disposition de la CENI tous les moyens pour ce faire. Voilà ce à quoi nous allons nous atteler. Et pas plus tard qu'avant-hier, le président a créé une structure chargée d'exécuter les résolutions et les recommandations des concertations nationales. Que faut-il de plus à ces messieurs? On va y revenir dans un instant, mais auparavant, quel regard vous portez-vous, porte-parole du gouvernement de la République, sur la rencontre d'hier entre Martin Kobler et Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS? Il est normal que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chef de la MONUSCO, rencontre tous les acteurs politiques et sociaux que compte la République démocratique du Congo. Puisque Martin Kobler a même rencontré à un moment donné des responsables du M23 pour parler avec eux. Pourquoi voulez-vous que nous nous offusquions qu'il rencontre des leaders politiques légitimes qui sont représentés au Parlement et qui sont ici à Kinshasa? Cela ne nous gêne en rien. Nous pensons que c'est important que l'information pleine et entière sur la RDC telle qu'elle respire aujourd'hui parvienne à la communauté internationale qui ne nous a pas ménagé son soutien au cours de ces derniers mois. Nous espérons que M. Kobler va élargir son cercle de contact pour avoir l'idée la plus complète possible, la photographie de la situation en République démocratique du Congo. Je n'ai aucun doute sur le fait que M. Tshisekedi ne lui a certainement pas exprimé un appui quelconque au M23, contrairement à certains. Je suis sûr qu'il lui a dit que le M23 c'était mauvais, même s'il a des critiques vis-à-vis de notre gestion. Alors tout de même, les chargés de communication de l'UDPS parlent des crises politiques sur laquelle les deux personnalités se sont penchées et que Étienne Tshisekedi serait incontournable pour résoudre cette crise politique. Quel est le Congolais qui est contournable, d'après vous, pour résoudre la crise politique qui étreint le Congo? Le petit caporal qui, avec son arme, a fait taire le M23 à Kibumba ou à Rumangabo, vous croyez qu'on peut le contourner? La dame qui, chez moi à Lodja, vous pouvez caricaturer comme ça, monsieur le ministre. La dame qui, chez moi à Lodja, a donné le fruit de son panier de maïs qu'elle a vendu pour qu'on puisse envoyer $3000 à nos populations de Goma déplacées. Vous croyez qu'on peut se passer de quelqu'un? Non, monsieur. La cohésion nationale, c'est cela. Nous avons besoin de M. Tshisekedi, nous avons besoin de n'importe quel Congolais pour resserrer les rangs contre une adversité qui a prouvé qu'elle n'est pas interne, elle vient de l'extérieur. Donc oui, il est incontournable, oui, chaque Congolais est incontournable. Il n'y en a pas qui soit contournable. Alors son chargé de communication ajoute qu'écarter Tshisekedi de la résolution de la crise politique serait faire fausse route. Les concertations nationales avaient pour but, oui, je pense, mais c'est M. Tshisekedi lui-même qui pourrait faire fausse route, puisque souvenez-vous que les concertations avaient pour objectif de mettre tous les Congolais autour de la recherche de la solution, et nous ne pensons pas que quelqu'un ait écarté M. Tshisekedi des concertations nationales. C'est lui-même qui s'est écarté. Donc, d'accord avec cet axiome, mais sur les responsabilités, je pense qu'il ferait mieux de parler avec M. Tshisekedi pour savoir pourquoi, chaque fois qu'on voudrait l'associer à la recherche de solutions, il se défile. Donc, il ne faut pas rendre les gens responsables de nos propres actes.
On va rendre l'antenne, mais avant de rendre l'antenne, Monsieur le ministre, le temps qui nous est imparti arrive à expiration. Il y a un instant, vous avez parlé de l'ordonnance présidentielle qui mettait en place les comités nationaux de suivi pour les résolutions des concertations nationales. Il y en a qui trouvent à parler des structures parallèles. Vous dites quoi? Non, je ne vois pas de structure parallèle. Le président de la République se fonde sur des dispositions constitutionnelles bien précises. L'article 69, je crois, qui lui permet, lorsque la nation est en danger, de prendre des initiatives interinstitutionnelles pour y répondre. Et maintenant, nous sommes engagés dans la mise en œuvre d'une série de recommandations qui ont été prises par les concertations nationales, convoquées par lui, et qui impliquent la collaboration de plusieurs institutions. Et lorsqu'il demande à ceux à qui il avait chargé d'organiser ces concertations, d'en assurer le suivi, auprès de qui? Auprès des institutions de la République, je ne pense pas en quoi on pourrait lui reprocher quoi que ce soit. Je pense que la nation a besoin d'une coordination. Le président est celui qui assure cette coordination et c'est donc lui qui met en place ce mécanisme-là conformément aux pouvoirs qui lui sont reconnus par la Constitution. Je voudrais que chaque fois que l'on veut juger la conformité d'un acte quelconque avec la Constitution, que l'on maîtrise bien cette Constitution avant de se lancer dans des déclarations qui risquent de finalement discréditer ceux qui les font. Donc avec vous, on va dire, contrairement à d'autres qui affirment que c'est un comité inutile dont on se passerait. Ah, l'utilité de cette commission nous est envoyée à la face avec la réaction de M. Caméré, par exemple, lorsque je l'entends demander « mais quand est-ce qu'on va exécuter telle mesure? Pourquoi telle n'est pas encore libérée ?» Mais ce sont des décisions, des concertations qu'il ne voulait pas. Et donc il se rend compte maintenant que ce sont des choses utiles. Et donc mettre en place une structure pour arriver à répondre à ce genre de questionnement n'est certainement pas inutile. Demandez-le à M. Caméré lui-même. Est-ce que vous confirmez, Monsieur le ministre Lambert Mende, que ce n'est pas, comme l'affirment certains analystes politiques, une substitution aux institutions établies, vidées finalement de leur substance? Comment? Par quel mécanisme? Puisque l'ordonnance prévoit que ces institutions sont en fonction. Ce ne sont pas des institutions qu'on a créées, cher ami. Un comité de suivi, ce n'est pas une institution. Il faudrait quand même aller vous référer un peu au dictionnaire pour savoir ce qu'est une institution. Nous n'en avons pas plus que 5 dans ce pays. Qui vous a dit qu'on a créé une institution? Le président n'a pas qualité pour créer des institutions. Il n'y a que la Constitution qui crée des institutions. Et c'est le président de la République, c'est l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et les cours et tribunaux. Voilà les institutions. Maintenant, toutes ces institutions ont reçu des missions à accomplir dans le cadre des recommandations de concertation nationale. Le président de la République, qui a la charge de coordonner tout cela, met en place un comité composé des mêmes institutions. Puisque là-dedans, vous trouvez que c'est les présidents des 2 chambres qui sont au sommet et qui travaillent avec le Premier ministre, qui est chef du gouvernement. Où est-on allé chercher l'idée que c'est une autre institution? Pas du tout. C'est un mécanisme de collaboration pour pouvoir s'assurer que ce qui a été décidé, demandé aux institutions, est correctement rempli. Voilà tout. Un rôle de sentinelle? Absolument. On en a besoin dans des périodes comme celle-ci. Monsieur le ministre, votre mot de conclusion, nous allons les terminer ce soir. Je voudrais inviter nos compatriotes à accentuer la vigilance par rapport à certains mauvais perdants, aussi bien des élections passées, on voit comment ils multiplient les initiatives à contre-courant, et par rapport à ceux qui nous ont agressés et qui certainement n'ont pas encore dit leur dernier mot. Nous avons vaincu militairement un groupe qu'ils avaient manipulé. Il n'est pas exclu qu'ils manipulent les résidus de ces groupes ou d'autres groupes. Et donc les Congolais, qu'ils soient au Kivu ou partout ailleurs, doivent redoubler de vigilance pour préserver notre pays des aventures sanguinolentes comme celles que nous venons de vivre. La solution réside entre nos mains. Il faut faire confiance en notre président, faire confiance en nos forces de défense et de sécurité, les alimenter avec toutes les informations qui peuvent leur permettre de prendre des mesures idoines pour consolider cette paix que nous avons chèrement acquise.
Voilà, Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement. Merci d'être passé nous voir ce soir. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, Monsieur le ministre. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer et à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine à tous et à chacune. Excellente suite des programmes sur notre antenne et bonsoir.